Bienvenue à toutes et à tous dans 26 minutes en Afrique et dans le monde. La dernière rubrique du dimanche, c'est politique. Alors, en République démocratique du Congo, la ville de Goma est en proie à une situation critique alors que le groupe Ames M23 s'est emparé de plusieurs localités dans l'ouest de la ville. Face à cette avancée, le président Félix Tshisekedi promet une riposte mais les populations civiles subissent déjà les conséquences des affrontements et des pillages, une limite des réponses politiques et militaires à cette situation. Nous en discuterons sur ce plateau. Par ailleurs, l'Alliance des États du Sahel regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger a acté son retrait définitif de la CEDEAO un an après l'avoir annoncé. Ce départ soulève des interrogations sur l'avenir de l'organisation sous-régionale et sur l'équilibre géopolitique en Afrique de l'Ouest. Faut-il y voir une opportunité de restructuration pour la CEDEAO ou une menace pour sa stabilité? Alors voilà ce qui sous-tend nos échanges aujourd'hui et ce sera avec nos invités à ma droite, Hamzat Abdoulaye. Bonjour à vous. Bonjour. Et à ma gauche, Martial Akwete. Bonjour. Alors, sans plus tarder, Hamzat Abdoulaye, depuis quelques semaines déjà, le M23 poursuit son avancée en direction de Goma, mettant l'armée congolaise et les autorités face à un défi de taille. Les autorités congolaises et leurs partenaires ont-ils les moyens d'apporter une réponse efficace et durable à la menace de M23? Je pense que la crise dans le nord et le sud Kivu, à l'est précisément du Congo, n'a pas commencé il y a quelques semaines. En réalité, nous observons une recrudescence, je vais dire, de cette violence accrue causée par une milice dite du M23. Et ça ne date pas d'aujourd'hui parce que c'était déjà une présence qui était signalée depuis plusieurs années. Et je pense que le silence des autorités congolaises a accentué le problème dans la mesure où ils n'ont pas posé les bons diagnostics dans un premier temps et ensuite ils n'ont pas proposé les meilleures solutions pour une sortie de crise efficace. Mais qui dit sortie de crise efficace parle aussi de renouer ou d'établir un dialogue avec les différents protagonistes. Rappelons que le Congo, avec son président, le président Tshisekedi, il a accusé ouvertement le Rwanda comme étant la main qui manipulait véritablement le M23. Et ça a ouvert un autre type de conflit, c'est-à-dire un conflit ouvert avec un État voisin qu'est le Rwanda. Alors, sur la base de quoi le président Tshisekedi accuse le Rwanda? Sur la base de l'exploitation de certains minerais, de certaines mines présentes sur le territoire congolais qui seraient exploitées par le Rwanda. Alors, plusieurs analyses et plusieurs recherches ont confirmé effectivement ces dires. Mais je pense que dans la posture du chef de l'État congolais, il n'y a pas eu véritablement une proposition, une réelle main tendue pour sortir de la crise. La deuxième chose, c'est la posture aussi du Rwanda dont il faut discuter. Cette posture, depuis plusieurs années, est discutable dans la mesure où le Rwanda est devenu cet État qui exploite des ressources minières sans pour autant avoir des mines sur son territoire. Et ça interroge par rapport à la méthode employée par le Rwanda pour en arriver à cette fin. La troisième chose, c'est le caractère de l'insécurité permanente qui est observé dans l'est du Congo. C'est-à-dire, vous avez l'absence de l'État. Je n'aime pas employer ce terme, mais je suis obligé de le dire. Je pense que le Congo est devenu un État failli. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1960. Parce qu'après l'indépendance du Congo belge, de l'Est-Congo belge, dès le lendemain, les sécessions se sont
succédé les unes aux autres. Il y a eu la sécession du Kasaï, ensuite il y a eu la sécession du Katanga, et jamais le Congo n'a jamais connu la paix en réalité. Il y a eu à un certain moment la première guerre, on parle de la première guerre parce que certainement il y a eu une accalmie avant la deuxième guerre du Congo, mais la guerre au Congo, ça fait longtemps que ça fait des millions de morts et personne n'en parle. Donc, ce caractère de la violence qui est permanente au Congo, je pense qu'il est important que tous les acteurs, à la fois sous-régionaux et les acteurs à l'international, puissent réellement se préoccuper de cette question, puissent se saisir de cette urgence qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Goma aujourd'hui crépite sous les balles qu'on doit se dire le Congo est sous l'urgence. Non, le Congo est sous l'urgence depuis plusieurs années et ça n'intéresse absolument personne. J'espère que cette fois-ci, les acteurs à la fois du monde diplomatique, les acteurs sous-régionaux vont se saisir véritablement de la question pour que le Congo puisse, ne fût-ce qu'un temps soit peu, trouver un répit. Merci à vous. Alors, Martial Akwete, est-ce que d'une certaine façon, le Congo n'a pas permis cette situation? La réalité, c'est, je peux le dire ainsi, c'est une manière de voir la chose. Si le Congo n'a pas occasionné cette situation que nous observons, pour ce qui est des récents affrontements qui sont toujours en cours, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous préparer à ce genre de situation. Le président congolais qui, pour sa réélection pendant les campagnes, avait fait la déclaration qui avait pris de coup tout le monde, qu'il allait déclarer la guerre au Rwanda après son élection. Donc il s'est préparé dans cet esprit d'aller en guerre. Et non seulement cela, il y a également le Rwanda, le président Kagame, qui dernièrement a fait des déclarations faisant part du fait que le Rwanda serait en mesure de répondre à toute menace extérieure. Suivez mon regard, il s'agit bien sûr du Congo, et donc nous constatons une certaine hostilité entre ces deux États voisins qui n'a fait que se manifester comme on est en train de l'observer maintenant. C'est pour qui relève la responsabilité ou qui est vraiment responsable de ce qui se passe au Congo. Mais je dirais que les acteurs sont responsables de part et d'autre. Nous avons le Congo même et la communauté internationale, parce que vous savez, je parle du Congo parce que Monsieur Hamzat l'a évoqué. Le Congo, c'est un mot difficile à dire, mais le Congo est un État failli. Il faut reconnaître la réalité. Le Congo a la difficulté de pouvoir maîtriser son territoire, et c'est la principale préoccupation qui nourrit les ambitions, les politiques de déstabilisation à l'endroit de ce pays. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez un territoire aussi vaste comme le Congo? Vous avez des ressources minières très importantes pour le monde entier, et que vous n'êtes pas en mesure d'assurer la protection de ce territoire, réalité des relations internationales, les autres qui ont intérêt à profiter de cela, alors trouvent des situations, des moyens, si ce n'est pas direct, de pouvoir profiter de cela, et c'est de là que part la déstabilisation. En dehors de cela, il y a les acteurs de la communauté internationale qui gardent un certain silence avec le Rwanda. Le Rwanda expose ou peut-être exploite des minerais qui ne se retrouvent pas sur son territoire, et puis il y a plusieurs partenariats avec, que ce soit les États-Unis, l'Europe et tout le reste, qui ont noué de partenariats assez essentiels avec le Rwanda pour bénéficier de ces minerais-là. Alors, ces personnes n'ont pas intérêt à ce que ce conflit-là prenne fin. Alors, Hamzat Abdoulaye, puisqu'on parle des limites des réformes politiques, qu'est-ce qui entrave les réponses des FARDC face au M23 concrètement? Écoutez, pour faire face à une guerre, il faut avoir les moyens de sa politique, de sa politique de guerre. Je pense que les FARDC et les forces armées
de la République démocratique du Congo, aujourd'hui n'ont pas les outils pour affronter le M23. Le M23 n'est qu'une de ces nébuleuses qu'on peut reconnaître parce que les milices dans l'est du Congo sont énormes. On parle d'une dizaine de milices très bien organisées. Il s'agit de bandes armées très organisées qui n'ont aucune humanité en réalité, qui sont prêts à décimer des centaines, voire des milliers de personnes au nom uniquement de la part du gain naturel monnayé en ressources minières. Donc, je pense que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été suffisamment préparées. Quand bien même l'armée belge les a préparées pendant longtemps, ça n'a pas permis en quelque sorte de renforcer les capacités, les capacités de cette armée qui, pour moi, est abandonnée en réalité. Les politiques se sont constitués en simples forces politiques qui ne faisaient que du verbiage et à la limite utilisaient des expressions pour distraire en réalité. Quand Martial évoquait tout à l'heure l'ambition du président Tshisekedi d'attaquer le Rwanda, je n'y croyais pas un seul mot en réalité, parce que pour faire la guerre, il faut en avoir les moyens. De quels moyens Félix Tshisekedi dispose pour faire une guerre frontale, pour faire une guerre claudevicienne contre Paul Kagame, contre le Rwanda, qui, il faut le rappeler, a noué des alliances vraiment stratégiques, à la fois avec l'Union européenne, avec les Américains. Les risques. Absolument pas du tout. Je pense qu'il était parti dans une posture de remporter l'électorat populaire, de gagner la bataille présidentielle en surfant sur une vague dont il ne maîtrisait vraiment pas la force en réalité. Donc aujourd'hui, il est confronté à cette réalité. La réalité, en réalité, ce n'est pas la faiblesse de l'armée. La réalité, c'est que une partie de l'État congolais risque d'être perdue peut-être provisoirement, voire même définitivement, et le gouvernement ne pourra absolument rien du tout parce qu'elle n'a pas les moyens. La deuxième chose, et ça on ne le dit pas assez, c'est qu'il y a des acteurs externes qui sont impliqués dans le conflit congolais depuis 1960. Depuis l'indépendance, je le rappelais, la Belgique était mêlée à ce qu'il y ait. Parce qu'en réalité, les États africains, il faut le rappeler, ont obtenu l'indépendance en 1960. Mais à qui cela profite que l'Afrique ait véritablement une indépendance, à qui cela profite que les États puissent jouir de cette indépendance. Donc, il y a une sorte de fausse indépendance qui a été organisée, ce qui a laissé libre cours à tout ce qui s'en est suivi au Congo et ailleurs sur le continent, c'est-à-dire une instabilité permanente, instabilité sociale, instabilité économique, instabilité politique, instabilité stratégique et militaire. Et tout ça a laissé libre cours à ces multiples États faillis qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire des États qui ont des gouvernements, qui ont peut-être, enfin, les membres de ces gouvernements ou les chefs de ces gouvernements ont des costumes taillés sur mesure 3 pièces, mais l'État n'existe pas hors de la capitale dans ces États. Et c'est triste de le constater que le Congo, un pays aussi vaste, aussi riche, n'a pas les possibilités de se gérer, n'a pas les possibilités de faire face à ce genre de conflit. Et l'implication de ces acteurs externes accentue encore plus le problème. Pour régler définitivement la question du problème, il ne s'agit plus aujourd'hui de miser sur une forte armée, il ne s'agit même pas de faire la guerre au Rwanda voisin ou à l'Ouganda, parce que ces pays voisins sont plus ou moins impliqués aussi dans ces expansions de milices qu'on observe, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi aussi. Donc, tant que ces acteurs externes ne sont pas découragés, je pense que ça va ressembler à ce serpent qui se mord la queue et aux grandes dames de ces millions aujourd'hui de victimes congolais qui pleurent des enfants, qui pleurent des femmes, violées même parfois tous les jours. Alors, Martial Akwete, jusqu'où la détérioration des relations entre Kinshasa et Kigali, au final? Bien, il faut dire que ces deux acteurs, pour l'instant, ne sont pas encore disposés à communiquer. Et moi, je ne pense pas que ce soit la communication entre les deux qui puisse régler l'affaire, parce que le problème, il est ailleurs.
Le Rwanda profite à des intérêts à mener cette guerre et à permettre à ce que d'autres puissances, le Rwanda même en quelque sorte est conforté dans sa position. Le Rwanda a noué beaucoup de partenariats sur fond de cette guerre qui se déroule. Alors, il n'est pas question que le Rwanda décide aujourd'hui de faire une quelconque négociation pour permettre à ce que ce conflit ait une fin. Et le Congo également ne semble pas être disposé, c'est pas la négociation qui va régler le problème. La principale solution à ce problème, il n'est pas militaire forcément, politique également, je ne sais pas, mais il s'agit d'une décision des acteurs africains en dehors de tout partenariat extérieur. Parce qu'il y a ce problème qui se pose. Vous voyez, quand l'Union africaine doit réagir à cette situation, elle démontre une certaine faiblesse. Quand les organisations sous-régionales doivent régler ces genres de problématiques de sécurité à l'intérieur, ils sont obligés de tendre la main vers ces puissances. Mais ces puissances ont intérêt à ce que le conflit se poursuive. Et donc, à partir de ce moment, s'il faut compter sur elles, il est évident que le conflit ne pourra pas prendre fin. Donc, ce que je peux recommander, c'est le fait que les États africains prennent leurs responsabilités et décident de régler les problèmes africains à leur manière, sans forcément avoir besoin de l'extérieur qui n'est pas forcément intéressé ou n'est pas intéressé à résoudre le problème des Africains. Donald Trump nous donne déjà l'exemple. Hein? Oui, justement, vous savez, Donald Trump, dès son arrivée, il a bien donné cet exemple et puis il a très souvent appelé les États africains à cette réalité, à cette responsabilité. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas qu'il faut prendre, peut-être nous le savons, mais nous ne sommes pas encore prêts à prendre cette résolution. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs. Nous parlons également de l'AES et de la CEDEAO avec le départ officiel du Burkina Faso, du Mali, du Niger. La CEDEAO se retrouve affaiblie alors que ces trois pays cherchent à renforcer leur coopération au sein de l'AES. Certains y voient une remise en cause de l'intégration régionale, tandis que d'autres y perçoivent une chance de repenser l'organisation. Dès lors, la question est la suivante. Hamzat Abdoulaye, le départ de l'AES constitue-t-il un tournant vers une refondation nécessaire de la CEDEAO? Absolument, je pense que la CEDEAO doit trouver la formule et la méthode pour se réinventer, pour le futur surtout, et surtout pour le bien de ces populations, parce que rappelez-vous, on parlait de la CEDEAO des peuples, pas de la CEDEAO des chefs d'État, pas de la CEDEAO, de la commission des chefs d'État. Donc je pense que ça doit mener à réflexion et surtout anticiper les problèmes auxquels font face les États. Parce qu'on ne va pas cesser de le dire, c'est-à-dire depuis 1960, les États africains sont restés véritablement dans cette posture d'obtenir des indépendances, mais à chaque fois ont été tirés par le bas, soit par des dirigeants mal élus la plupart du temps, ou qui arrivaient à la tête du pouvoir par le bruit des bottes, ou parce que certains paramètres continuaient de gangréner tous les États en question. C'est souvent la corruption, le népotisme, la gabegie et toutes ces affres-là qu'on observait. Donc je pense que l'AES a été une sorte de libération. Pour les membres de l'AES ou pour la CEDEAO? Déjà pour les membres de l'AES et pour les populations de ces États. Parce que c'est surtout un vent de souveraineté en réalité qui a soufflé sur l'AES. Alors la manière n'était pas la meilleure certainement à cause de ces bruits de bottes dont je parlais. Mais je trouve toutefois que... Qu'ils n'avaient pas le choix de faire mieux que de partir de cette façon-là pour s'imposer. Oui, absolument. Bien sûr, je suis d'accord là-dessus parce que la voie des urnes peut-être n'a pas réglé le problème depuis 1960, vous l'aurez constaté. Donc aujourd'hui, l'AES va faire face à des défis, ça c'est une certitude sur le plan économique surtout, parce que l'AES s'est coupé plusieurs corridors qui auraient pu
l'aider en tout cas dans sa croissance économique. Mais je pense qu'aujourd'hui, cela est remis en question. Également sur le plan stratégique, sur le plan de la sécurité, je pense que l'AES va comprendre dans quelques semaines, dans quelques années que l'Alliance ne pourra pas fonctionner tant qu'ils resteront seuls, tant qu'ils seront reclus entre quatre murs. On a toujours besoin des autres quand il s'agit de faire face à une guerre asymétrique. Ça, c'est une certitude. La CEDEAO, en revanche, a besoin de se réinventer aussi pour donner une sorte de dynamisme, pour imposer un dynamisme à ces États qui font partie de cette organisation et également à cette population qui n'attend en réalité que les points positifs puissent avoir l'impact suffisant sur eux. Et moi, je trouve que la CEDEAO, on aura beau dire ce qu'on veut, a fait des avancées formidables en matière d'intégration, en matière de libre-échange, en matière de la liberté de la circulation des personnes et des biens. La CEDEAO n'a peut-être rien à envier à ces organisations sous-régionales. La CEDEAO a certainement l'occasion de se réinventer, pas en rompant complètement le dialogue avec l'AES. Et j'apprécie d'ailleurs le dernier communiqué de la CEDEAO à propos qui laisse libre cours en tout cas à une sorte d'ouverture et qui pourrait peut-être négocier avec les États de l'AES pour savoir comment trouver le juste milieu pour que les peuples ne soient pas pénalisés. Alors, Martial Akwete, à votre avis, quel est l'avenir de la CEDEAO face à la réalité maintenant de l'AES? Face à la réalité de l'AES, réalité imposée. Oui, justement. Moi, je pense que la CEDEAO n'a pas à craindre, ni les pays de l'AES n'ont pas à craindre quelque chose, quoi que ce soit d'assez désastreux. Je pars de la base que l'idée d'intégration, la vision d'intégration continue d'être assez présent dans la région ouest africaine. Je vais vous donner quelques éléments. Et il y a également le fait que ces États sont obligés de coopérer, en tout cas sur certains points. Ça, c'est sûr, comme M. Hamzat vient de l'évoquer. Qu'est-ce qu'on a constaté? Premièrement, c'est le dernier communiqué de la CEDEAO qui depuis un moment déjà est resté très ouvert. Nous avons également de l'autre côté l'AES qui dit vouloir prendre cette distance, mais qui, sur les questions de visa et autres, a montré une certaine flexibilité. Et puis, quand vous suivez la dernière réunion de l'AES, vous vous rendez compte que le discours est moins virulent que tout au départ. Donc, je pense qu'ils ont gardé un certain pragmatisme par rapport à la situation. Loin, il faut voir la rencontre, le Sénégal collabore avec l'AES. Nous avons le nouveau président ghanéen qui entre en contact avec l'AES. Nous avons de l'autre côté le Togo qui envisage même de faire partie de l'AES. Donc il y a cette dynamique autour de l'intégration qui n'a pas disparu, heureusement. Et donc il y a le fait que l'existence de l'AES n'empêche aucunement le fait que la CEDEAO puisse exister, fonctionner normalement. Mais sa crédibilité. Non, pas ça. Je ne parlerai pas de sa crédibilité, mais c'est plutôt une occasion, comme vous le disiez déjà, pour la CEDEAO de revoir ce qu'il y a de pas intéressant dans l'organisation et de se réinventer. Je pense que on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, je pense que ce départ des pays de l'AES, je parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, va permettre à la CEDEAO de prendre du recul, de réinventer l'intégration à l'intérieur de la CEDEAO, tout en maintenant le contact avec les pays de l'AES, ce qui, à mon avis, semble être la situation la plus plausible de coopération entre les deux. Et puis, il y a l'autre question également qu'on évoque, le fait que le Togo envisage de faire partie de la confédération, je vais dire, parce que c'est la confédération est le modèle d'intégration que proposent les pays de l'AES. Je pense que si le Togo arrive à réussir cela, c'est d'abord une victoire diplomatique importante
Et puis le Togo va servir un moyen de communication assez permanent et courant entre les pays de l'AES et les pays restants de la CEDEAO, parce que jusque-là, il n'a été rien reproché au Togo depuis la non-application des sanctions vis-à-vis des pays de l'AES. Il y a cette communication du Togo qui est assez réussie. Le Togo arrive à être d'accord avec le reste des pays de l'AES et entretient également de bonnes relations avec la CEDEAO. Donc, c'est l'occasion pour permettre au Togo de jouer ce rôle de transition, permettre à l'organisation aussi bien de l'AES que de la CEDEAO de continuer à avancer. Ce n'est pas une première fois que l'on voit plusieurs États être membres de plusieurs autres organisations, ou que l'existence d'autres organisations n'empêche pas l'existence de celles qui sont déjà présentes. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur ce point par rapport à l'intégration. L'intégration, à mon avis, n'est pas menacée. Alors, pour rebondir sur votre propos, Hamzat Abdoulaye, bien vrai, le Togo n'exclut pas d'intégrer à l'AES, c'est-à-dire que la dislocation de la CEDEAO n'est pas automatiquement évidente. Non, moi je parlerais plutôt de la désintégration de la CEDEAO, parce que on parle de 3 membres qui ont joué des rôles très importants aux premières heures de l'organisation. Et en termes de démographie, les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, c'est un retrait, c'est une perte considérable en termes de démographie. En termes d'économie aussi, je pense que c'est des deux côtés, et l'AES et la CEDEAO perdent énormément. Mais si le Togo joue ce rôle, moi, qui suis-je? Je suis qu'un simple analyste pour me prononcer sur la question. Je pense toutefois que le Togo joue un jeu très dangereux. En matière de diplomatie, on ne s'avance pas aussi de cette façon, à visage découvert. Le jeu diplomatique du régime de Lomé. Le Togo aurait pu observer d'abord avant de se prononcer. Absolument, parce que je trouve que déjà le régime au Togo n'est pas un régime exempt de tout reproche. Quand il s'agit de démocratie, je ne pense pas que ce soit le modèle par excellence de démocratie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en matière de liberté fondamentale, je pense que le Togo fait complètement abstraction parfois quand il s'agit de liberté fondamentale. Donc oui, que le Togo intègre l'AES et sans demander l'avis du peuple togolais, je pense que c'est quand même paradoxal par rapport à ce qu'on dit. Est-ce que les États aujourd'hui du jour au lendemain peuvent décider sur la tête des populations, intégrer ou quitter une organisation, voire même menacer de quitter une organisation? Je pense que c'est des propos pour moi risqués. J'étais en désaccord avec ce qui s'est dit par le ministre des Affaires étrangères togolais, parce que je trouve que c'est un manque de respect à l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO, un manque de respect par rapport à cette institution qui a fait beaucoup d'efforts pour le Togo et également pour d'autres pays aujourd'hui. Et je trouve que cette posture ne doit du tout pas être suivie ou accompagnée dans tous les sens du terme, parce que dire qu'on peut intégrer l'AES, cela voudrait dire qu'on peut amputer une jambe de plus à la CEDEAO, et ça va fragiliser l'organisation qui aujourd'hui n'en a pas besoin. La CEDEAO a besoin de stratégies pour se réinventer et surtout pour mettre l'accent sur là où ça n'a pas fonctionné, notamment. Et j'aimerais mettre l'accent sur une chose importante, c'est que les États de l'AES, c'est très bien qu'ils veuillent aller vers cette vision de la confédération. L'exemple suisse montre que oui, une confédération, ça pourrait être un succès total si les principes sont suivis. Mais on en est encore bien loin, parce que les véritables problèmes des États du Sahel, c'est d'abord l'insécurité, sur tous les plans. L'insécurité liée à la question du terrorisme déjà, l'insécurité alimentaire qui n'a pas été résolue. Il faut rappeler que la faim fait toujours près de 8 à 10 millions de morts par année, et ça n'occupe absolument personne. À quel moment vous avez vu les généraux une seule fois se prononcer sur les questions de l'insécurité alimentaire? L'insécurité énergétique aussi, on en parle, mais que font ces États, enfin ces chefs d'État depuis qu'ils sont parvenus au pouvoir
qu'ont-ils fait concrètement pour qu'il y ait cette indépendance énergétique? Rien du tout. Je vous signale par exemple qu'à Bamako, il n'y a que l'électricité que 6 heures par jour. Et ça, vous allez me dire, oui, l'AES, ça va fonctionner. Non, je ne pense pas que ce soit comme ça. Certes, il leur faut du temps, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les réalités que traverse leur population, à savoir l'insécurité alimentaire, l'insécurité liée à la crise du terrorisme, l'insécurité liée à la bonne gestion surtout des ressources du pays, parce qu'avoir l'or, le pétrole, ça ne suffit pas pour être développé. On a vu des exemples en Somalie, on a vu des exemples en Libye, et je pense qu'il faudrait prendre de la mesure et surtout ne pas manquer de respect aux interlocuteurs qu'on a en face. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. Merci à vous également, Martial Akwete. Mesdames et messieurs, la question de l'AES et de la CEDEAO, on ne cessera assez de la développer. Mais le temps qui nous est donné est imparti. Nous avons abordé la RDC, l'ouest de Goma, qui est contrôlée par le M23 et également la question du départ de l'AES de la CEDEAO. Est-ce que l'AES pourrait déstabiliser la CEDEAO? Eh bien, la question reste en suspens. On en reviendra certainement dans d'autres éditions. Mais pour l'heure, 26 minutes en Afrique et dans le monde prend fin ainsi. On se retrouve dimanche prochain pour une autre édition.